Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais déjà tournée mais que j'ai décidé de retourner parce que genre c'était le gros bordel et j'arrivais pas à bien expliquer les choses. Donc j'ai recommencé, on va être plus clair, on va être plus méthodique. Donc comme vous avez pu voir dans l'intitulé de la vidéo, j'ai pu passer différents tests d'anglais plusieurs fois. Et du coup je me suis dit que ça pouvait éventuellement être intéressant pour vous. Parce qu'on demande de plus en plus à savoir parler anglais, que ce soit en agence, que ce soit au travail, à l'école ou n'importe où, ou juste pour postuler dans une école ou quoi, ou même un stage des fois. On vous demande de savoir parler anglais, et savoir parler anglais ça ne suffit pas, ils veulent toujours une preuve, souvent par un test. Du coup. Et j'ai pu passer donc 3 tests différents et je vais essayer de vous les expliquer très brièvement parce que ça sert à rien de passer 3 plombs à vous expliquer comment est constitué le test, sachant que vous pouvez trouver toutes les infos que vous avez besoin pour savoir comment se passe le test, etc. Surtout m'attarder sur la partie comment moi je les ai ressentis, comment moi je me suis préparée et lequel choisir éventuellement si vous avez le choix. Donc j'ai pu passer 3 différents tests, le TOEIC, l'IELTS et le TOEFL. Et du coup je vais commencer par le TOEIC parce que c'est le premier que j'ai passé en BTS il y a quasiment 1 an et demi à peu près. Donc le TOEIC, pour faire très simple, il est composé en 2 parties, une partie compréhension orale et une partie compréhension écrite. Et donc le gros avantage de ce test là, c'est que vous avez toutes les réponses, dans le sens où c'est un QCM du début à la fin. Donc ça c'est un point positif dans le sens où au pire, si vous savez vraiment pas quoi répondre, vous avez quand même une chance sur 3, 4 d'avoir la bonne réponse. Donc ça, c'est plutôt un bon point pour le TOEIC. Le TOEIC, c'est entre guillemets le plus facile des 3 tests que j'ai passés. Mais j'ai trouvé personnellement que c'était le plus éprouvant parce que c'est un test qui vraiment stimule votre rapidité et qui vous teste vraiment sur votre rapidité mentale et pas vraiment sur votre niveau d'anglais. Donc, j'ai passé ce test 3 fois. Une fois en février 2000, je sais plus combien. Une fois en septembre qui a suivi et une fois en janvier qui a suivi. Le test est noté sur 990, sachant que 990 vous êtes bilingue et qu'en général les agences vous demandent d'avoir entre 600 et 800 entre guillemets. 600 c'est un score qui est très atteignable, même si vous n'êtes pas hyper bon en anglais, ça demande juste beaucoup d'entraînement et vous pouvez l'atteindre. 700 ça commence à être un niveau qui est un peu plus compliqué, il faut savoir un minimum parler anglais et un minimum comprendre l'anglais pour pouvoir atteindre ce score là. Et 800 il faut avoir un bon niveau d'anglais, je dis pas très bon niveau d'anglais, on vous demande pas d'être bilingue pour avoir 800, mais on vous demande une bonne compréhension d'anglais. Mon premier score j'avais eu genre 545, j'ai eu 596 en septembre, donc pas tellement mieux, et j'ai eu 800 en janvier qui a suivi. Donc comment expliquer le fait que je suis passée de quasiment 600 à 800 en juste quelques mois? Et je vais vous dire, c'est pas mon anglais vraiment qui a énormément progressé, c'est juste le fait que je me suis beaucoup entraînée pour ce test là. Et en gros, si vous entraînez beaucoup, il y a de fortes chances pour que vous ayez un bon score malgré votre niveau. Donc c'est ça l'avantage de ce test là. Maintenant je vais vous expliquer un peu mes tips. Avant toute chose, vous prenez connaissance du test. Le plus important, et moi c'est comme ça que je révisais, c'est acheter un livre de préparation. Donc à la FNAC vous en trouvez une ribambelle. Ce que j'ai fait, c'est que je ne me suis pas intéressée à toute la première partie d'explication, de machin, d'exercices en tout genre. Je suis directement allée dans les tests blancs. Et ce que j'ai fait pendant, je dirais peut-être 1 à 2 semaines avant le test, parce que oui, évidemment, je fais tout au dernier moment, j'ai fait que des tests blancs. Je faisais tous les jours un test blanc. Ce qui va se passer si vous faites ça, c'est que ça va formater votre cerveau à réfléchir vite et ça va, même si vous avez un score pas terrible, vous formater à ce test. Donc votre cerveau il va se dire ok, en ce moment j'entends que ça, donc je vais faire en sorte de comprendre puisqu'il n'y a que ça dans ma vie en ce moment. Et c'est le même principe pour ceux qui passent le permis avec le code. C'est la même chose, tout le monde vous dit faites-en tous les jours, mais pourquoi à votre avis vos scores ils s'améliorent pas forcément entre le premier jour de la semaine et le dernier jour? Mais quand vous entendez ça en permanence, votre cerveau il se formate pour pouvoir faire ça et du coup à la fin de la semaine qu'est-ce qui se passe? Oh vous avez un meilleur score, trop bizarre. Qui s'est pointé le jour du code en ayant fait 10 fautes avant et avoir eu quand même son code? Moi.
Bah voilà, je suis sûre que je suis pas la seule. Donc c'est le même principe pour le TOEIC. Vous devez vous entraîner, en faire. Si vous êtes vraiment très nul en anglais, je vous conseille quand même de revoir les règles de base, genre grammaire, vocabulaire de base. Dans les livres, vous trouverez le vocabulaire et la grammaire nécessaires pour passer ce test-là. Voilà, parce que c'est un vocabulaire très précis. Et au fur et à mesure, je pense que ça ira mieux. Voilà, on passe au deuxième test, l'IELTS, parce que c'est le deuxième que j'ai pu passer. Donc, l'IELTS, ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les trois, c'est probablement le plus difficile, mais c'est aussi mon préféré. Pourquoi? Parce que c'est celui auquel je me suis le plus préparé des trois. Contrairement au TOEIC, il est en 4 parties et il vous teste sur toutes les compétences. La compréhension orale, la compréhension écrite, l'oral et l'expression écrite. Donc c'est pour ça que déjà, celui-là, si vous n'êtes pas trop doué en anglais, entre guillemets, essayez de l'éviter un maximum parce que du coup il va vous tester sur toutes les facettes de l'anglais et donc là c'est plus compliqué. La première partie du test, vous allez avoir des audios et vous allez avoir un petit carnet à remplir. En général, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est prendre le temps d'écouter parce que contrairement au TOEIC où ça débite de l'information, celui-ci vous allez avoir moins d'informations sur un même temps donné, mais par contre les informations qu'il vous demande sont beaucoup plus complexes à choper. Si le TOEIC il vous dit voilà, je veux m'abonner à la salle de sport, quel jour est-ce que je peux y aller pour m'inscrire, vous allez entendre la réponse. Voilà, c'est juste qu'ils vont le dire très vite et ils vont dire plein d'autres trucs après et ça va être compliqué de choper la réponse. Alors que pour l'IELTS, ils vont pas forcément dire la réponse dans le sens où vous n'allez pas entendre ce que vous devez écrire. Pour le même exemple, si jamais vous voulez aller à la salle de sport et que vous voulez savoir quand est-ce que vous pouvez y aller pour vous inscrire, ils vont vous dire bon bah habituellement c'est le mardi, mais cette semaine exceptionnellement comme c'est férié, ce sera 2 jours plus tard. Donc vous, ce qui va se passer, c'est que vous allez entendre mardi, sauf qu'en fait, c'est 2 jours plus tard. Donc en fait, c'est le jeudi la bonne réponse, alors qu'à aucun moment, vous allez entendre jeudi en anglais. C'est ça la petite subtilité de l'IELTS, et c'est un peu comme ça sur tout le long de la partie compréhension orale. Voilà, c'est essentiellement ça pour la partie orale. C'est qu'il n'y a aucun QCM dans ce test-là, donc toutes les réponses sont rédigées. Et si jamais vous faites une faute sur la bonne réponse, mais que c'est pas bien écrit, c'est faux. Donc c'est hyper trompeur. Voilà, si par exemple la réponse est 5 secondes et que vous écrivez 5 sec, c'est faux. C'est chiant, mais c'est comme ça. Pour la partie qui suit, c'est la compréhension écrite. Et donc là, vous avez entre 3 et 4 textes qui sont très longs, qui font genre 1 page ou 1 page et demie, voire 2. Avec beaucoup d'informations, c'est des textes qui sont compliqués à comprendre, avec beaucoup de vocabulaire, de trucs techniques, dans le sens où ça parle de science, ça parle d'histoire, ça parle de neurosciences, des sujets vraiment compliqués à comprendre même pour un français en français de base. Et moi c'était une des parties que j'aimais pas trop. Donc ce que je peux vous conseiller de faire en tant qu'expérience personnelle, c'est lisez le titre du texte, mais pas le texte. Ou alors le titre et le petit paragraphe qui explique de quoi ça va parler, en gros souvent en italique ou un truc comme ça. Lisez ça et passez directement aux questions. Et lisez pas toutes les questions, vous allez perdre du temps, vous n'allez pas vous en rappeler. Donc lisez le titre, lisez le mini texte d'introduction. S'il n'y en a pas, vous lisez pas. Et vous allez directement à la question 1. Vous lisez la question 1 et vous cherchez directement la réponse. Et faites cet aller-retour en permanence. Le titre, l'introduction, question 1, je cherche la réponse, ok. Question 2, je cherche la réponse, ok. Et faites ça. Enfin, moi, c'est ce que j'ai fait. Et c'est ce qui m'a permis, entre guillemets, d'aller le plus vite possible. Si je lisais toutes les questions, je perdais mon temps. Si je lisais le texte avant, je perdais mon temps. Voilà. Donc moi, ce que j'ai fait pour aller le plus vite possible, parce que vous avez quand même beaucoup à lire et vous avez beaucoup à répondre et vous n'avez pas beaucoup de temps, c'est de faire ça. Ensuite, pour la partie expression écrite, c'est entre guillemets, la consigne est très simple. Là, ça dépend juste de votre rédaction. Vous allez avoir 2 parties dans la partie écrite, task 1 et task 2. La première, vous allez avoir un graphique et vous allez devoir faire en gros un petit texte de à peu près 20 lignes, donc pas plus, pas moins, faut pas en faire trop, 150 mots, un truc comme ça. Retranscrire ce que vous avez vu dans le tableau en rédaction. Pas plus, pas moins. On ne rajoute pas son avis personnel, on ne rajoute pas d'informations qui sont pas dedans, même si vous savez que c'est vrai. Et on n'oublie pas d'informations qu'on peut voir dans le tableau. C'est vraiment de la retranscription. Vous voyez, vous écrivez, pas plus et pas moins. Ce que je peux vous conseiller de faire pour cette partie-là, regardez le vocabulaire précis que vous pouvez utiliser pour la partie 1. Parce que ils vont vous apprendre toute une grille de vocabulaire. En gros, c'est ça, c'est des graphiques. Le graphique, il fait quoi? Il monte, il descend ou il stagne, ou il augmente, ou voilà.
En gros c'est ça, il va falloir que vous appreniez plusieurs mots pour chaque opération du tableau. Une fois que vous avez appris et que vous vous êtes fait ce petit lexique dans votre tête, il n'y a plus qu'à faire du remplissage. Vous voyez comment ça se passe le tableau, vous dites ok là ça monte, là ça stagne, là ça descend et ça remonte à la fin. Vous connaissez vos mots pour ça monte, pour ça stagne, pour ça se descend et ça remonte. Et du coup après il y a juste à mettre en quoi ça concerne genre. Ce que je peux vous conseiller de faire pour l'IELTS, c'est regarder les différents graphiques que vous pouvez avoir et apprendre le vocabulaire que vous aurez besoin pour ces différents graphiques là. Et c'est tout. Après ça reste de la construction de phrases basiques. Pour la deuxième partie, donc Task 2, là vous allez avoir, comme vous pouvez avoir en France, un sujet et vous devez disserter dessus. Et en anglais, l'avantage c'est que les dissertations sont plus simples. On a la question, donc nous on fait une introduction très courte, c'est beaucoup plus court qu'en France. En France l'introduction c'est un truc vénère. Chez eux c'est un truc assez rapide, pas trop long de quelques lignes. Une fois que vous avez introduit le sujet, vous reformulez la question d'une façon un peu différente. Ensuite, on a un schéma qui est très classique. On a un paragraphe, un deuxième paragraphe et une conclusion. Et donc en fait, en général, on vous demande de prendre parti. Oui, vous êtes d'accord. Non, vous n'êtes pas d'accord. Si oui, vous êtes d'accord, vous commencez par le non, donc du plus évident au moins évident. On finit par ce avec quoi vous êtes d'accord. Si vous, votre position, c'est oui, vous commencez par non, vous finissez par oui et vous concluez. Et dans la conclusion, c'est juste un récapitulatif de ce que vous dites dans la partie 1 et dans la partie 2. That's it. La complexité du truc, c'est qu'il faut savoir écrire anglais. Pour l'oral, la dernière partie, ça dure à peu près 10-15 minutes, plutôt 10 minutes, c'est pas vraiment long. Vous rentrez, il vous pose des questions vraiment bateau. C'est des questions un peu cheloues, mais bateau. Donc ça va être, décris-moi ton appartement, dans quelle ville t'as grandi, est-ce que la ville elle a beaucoup changé depuis 10 ans, décrivez-moi la vue que vous avez de votre fenêtre d'appartement. Des questions vraiment à la con quoi. La deuxième partie, il va vous distribuer un petit papier où dessus il y aura une question et les points auxquels vous devez répondre. Et vous avez 1 minute de préparation, autant vous dire que vous avez juste le temps de lire la question et de trouver la réponse. Donc voilà, moi ce que je peux vous conseiller de faire pour cette partie-là, vous lisez la question, vous trouvez d'abord la réponse, vous notez la réponse. Si jamais vous vous trompez, vous pouvez vous corriger et c'est même valoriser le fait de se corriger. Si jamais vous dites is au lieu de are, c'est pas grave, corrigez-vous et dites are. Si jamais vous faites une faute, ne pas avoir peur et reprenez-vous. Mon premier oral, je me suis pas reprise parce que j'avais eu peur et c'est bête en fait parce qu'on a le droit de faire des erreurs, même en français, et quand on fait une erreur, en général, on dit on reprend le mot et on fait pardon et ça passe très bien. Donc en anglais, faites pareil. Si jamais vous vous trompez sur la prononciation d'un mot, répétez le mot et excusez-vous, continuez. Voilà, pour la dernière partie, ils vont vous poser des questions plus précises sur le sujet que vous avez eu à préparer. Vous avez le droit d'être stressé, donc en fait, soufflez un coup et reprenez. Le but, c'est juste de voir si vous êtes capable de parler avec quelqu'un, que c'est compréhensible et que vous n'avez pas un niveau pourrave. C'est tout. Il n'y a pas de bonne réponse pour le coup. C'est pas là-dessus qu'on vous évalue, donc si vous voulez répondre à un truc totalement loufoque, mais allez-y. Et en plus, comme ils font ça toute la journée, ça doit être chiant pour eux si quelqu'un répond toujours ce qu'ils ont envie d'entendre. Donc répondez des trucs vraiment que vous personnels et au moins ils seront d'autant plus intéressés par vous. Donc voilà, n'ayez pas peur. Pour l'oral, je sais, ça fait peur à beaucoup de monde. Moi c'était ce que je préférais, mais il faut pas avoir peur. Répondez ce que vous avez envie de répondre. Si vous vous trompez, ne paniquez pas et restez calme, soufflez. Voilà, moi l'IELTS, je l'ai passé 3 fois. Une fois, juste après avoir passé mon premier TOEIC, l'IELTS c'est noté sur 9. Et en gros, on a d'une moyenne de 1 à 9 dans chaque partie. Et après, ils moyennent ça pour avoir une moyenne générale. Et du coup, moi, pour mon école anglaise, il fallait que j'ai un minimum de moyenne dans chaque section et qu'au total, j'ai un score comme ceci. Donc moi, il fallait que j'ai 6,5 avec minimum 5,5 partout. En gros. Et du coup, la première fois, j'ai eu 5,5 partout, donc j'ai eu 5,5 au total, ça ne suffisait pas. La deuxième fois, de façon générale, j'avais eu 6, donc c'était toujours pas bon. Et la dernière fois que je l'ai passé, j'ai eu 6,5 au total, j'étais vraiment pas loin du 7, mais c'est pas grave, il me fallait 6,5. J'ai eu 6,5 avec minimum 5,5 partout et j'étais bon. Ce que je peux vous conseiller pour ce test-là de façon générale, c'est que déjà, essayez de savoir où sont vos points forts et où sont vos points faibles. Travaillez plus vos points faibles et continuez à travailler vos points forts pour être sûr de ne pas perdre en capacité technique. Si jamais vous avez besoin de travailler votre compréhension orale et votre oral, regardez des séries en anglais, sous-titrées anglais. C'est la façon la plus ludique d'apprendre. Voilà. Écoutez tout en anglais en permanence. Mettez votre téléphone en anglais. Mais faites tout en anglais. Tout en anglais. Tout en anglais. Et même quand vous êtes chez vous, au lieu de vous parler tout seul en français, parlez-vous en anglais. Ça vous permettra de parler.
Voilà. Pour l'écrit et la compréhension écrite, moi c'était mes deux parties que j'avais énormément de mal là-dessus. Donc lisez des trucs qui vous intéressent en anglais, éventuellement acheter un livre en anglais. Le fait de mettre les sous-titres en anglais aussi, vous allez lire un peu de l'anglais. Enfin voilà, des trucs comme ça. Et pour l'expression écrite, écrivez tout en anglais. Si jamais vous avez un journal ou un truc comme ça, écrivez en anglais. Vous êtes assez curieux, vous pouvez regarder des TED Talks et faire un résumé écrit à la fin. Ou alors d'avoir un correspondant anglais et de lui écrire des mails ou des lettres, comme vous voulez. Et là pour le coup, c'est the best way pour progresser en écrit. J'en peux plus, j'ai soif. Le dernier test, c'est celui sur lequel je vais être le plus rapide, c'est le TOEFL, parce que je l'ai passé qu'une seule fois. Donc je suis pas hyper rodée sur ce test-là. Le problème étant que je n'étais pas du tout préparée pour ce test-là, que je me suis préparée peut-être une semaine et demie à l'avance, du coup je n'ai pas eu le temps de progresser là-dessus. Et dernière chose, je l'ai passé aussi à 1h du matin, parce que le TOEFL est un test américain. Et du coup, avec le décalage horaire, donc je n'étais pas au top de ma forme. En général, le TOEFL, on vous le demande soit par l'école, soit par les écoles de commerce aussi, soit parce que vous allez dans une école américaine et qu'en général, ils vous demandent le TOEFL parce que c'est un test américain. TOEFL, pareil que l'IELTS, on vous teste sur les 4 critères, donc écrit, oral, compréhension écrite, compréhension orale. Ce que j'ai pas aimé au TOEFL par rapport à l'IELTS, c'est que il mélange un peu toutes ces parties à chaque fois. Pour chaque partie, on va avoir un peu de mix de toutes les parties. Comment ça se passe le TOEFL? La première partie, c'est la compréhension écrite. Donc, comme pour l'IELTS, c'est exactement la même chose. Mais l'avantage, c'est que pour la partie compréhension écrite et compréhension orale, c'est un QCM, comme pour le TOEIC. Donc, sur ces deux parties-là, la chance que vous avez, c'est que vous allez aussi avoir la bonne réponse. Mais c'est plus compliqué que le TOEIC. Pour la partie compréhension orale, ce qui est chiant, c'est que c'est des textes qui sont très longs. En général, vous assistez à des lectures, qui sont en gros des cours, des conférences. Et donc pareil, c'est sur des sujets hyper compliqués, sciences, d'astronomie, de neurosciences, politique aussi beaucoup. Vous allez avoir un enregistrement qui dure entre 5 à 6 minutes, donc je peux vous assurer que c'est hyper long. Vous allez avoir beaucoup d'informations, donc vous avez le droit de prendre des notes durant ces 5-6 minutes et à la fin vous répondez aux questions du QCM. Ensuite, pour la partie expression orale, vous allez entendre un truc, vous allez lire un truc et vous devez exprimer à l'oral le rapport entre les deux, comme une espèce de conclusion. Ça, je crois que vous devez le faire 2 ou 3 fois. Et vous avez aussi une question au tout début du genre décrivez-vous brièvement ou je sais pas quoi, un truc comme ça. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe en vrai parce que je l'ai passé sur ordinateur, mais ce que je sais, c'est que vous avez le temps de lire la question qui voulait genre 20 secondes de préparation et qu'après vous devez parler. Voilà, et vous parlez devant un ordinateur, donc c'est un peu bizarre. Et pour la dernière partie, l'expression écrite, vous allez devoir lire un texte, écouter un truc aussi à l'oral et après vous devez faire un résumé écrit, des points communs entre les deux. En gros, ça doit faire à peu près la même taille que pour l'IELTS, un truc de 20 lignes, donc de genre 150 mots, un truc comme ça. Pour la deuxième partie, pareil que pour l'IELTS, vous avez une question et vous devez faire une rédaction écrite. C'est exactement les mêmes règles que pour l'IELTS, donc je ne vais pas réexpliquer. C'est la même chose. Pour le coup, contrairement à l'IELTS, il n'y a pas de liste de vocabulaire très précis, il faut juste savoir écrire en anglais. Donc ce que je peux vous conseiller, c'est d'essayer de garder du temps pour relire parce que moi, je n'ai jamais le temps de le faire. Et c'est vrai que quand on relit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de fautes bêtes qu'on fait et qu'on ne voit pas. Donc si vous avez le temps de relire, essayez vraiment de le faire parce que moi, c'est les trucs qu'on m'a toujours dit de faire. Relis, garde le temps pour relire. Et j'essaye toujours de le faire et je n'ai jamais le temps. Donc si jamais vous pouvez essayer d'avoir ce temps-là, je vous jure que c'est bénéf. Voilà. Le TOEFL, je sais plus sur combien c'est, je crois que c'est sur 120 et qu'en général, il vous demande un score entre 80 et 100, voire 110. Voilà, et moi je sais qu'il me demandait 90 et j'ai pas eu 90, j'ai dû avoir 80, un truc comme ça. Enfin bref, et pareil, il vous demande un score, vous avez un score dans chaque section et vous avez un score généralisé et voilà. Voilà. Du coup, différence entre les 3 tests et lequel choisir si jamais vous avez le choix. Pour récapituler, si jamais vous avez besoin d'un truc parce que vous travaillez en France, parce que vous demandez une école en France, parce que vous restez en France, choisissez le TOEIC parce que c'est là où vous allez avoir le plus de ressources et le plus de préparation pour ce test-là. Si jamais vous postulez pour une école en Grande-Bretagne, je vous conseille de faire l'IELTS parce que c'est justement le langage qui va se rapprocher le plus de ce que vous entendrez sur place. Et en général, c'est aussi ce que demandent les écoles anglaises. Et si jamais vous postulez pour une école en Amérique ou un travail, quand je dis école, travail, tout ça, bref, vous vous intéresserez probablement plus au TOEFL. Voilà. Si jamais vous ne connaissez aucun des 3, dans tous les cas, renseignez-vous sur le test avant de le passer. Si jamais vous avez des préférences ou quoi. Ce que je peux vous dire de façon générale, c'est que si jamais je devais les classer par difficulté ou quoi,
déjà je pense que ça se résume uniquement à vos taux de préparation, mais je pense que le TOEIC est probablement le plus facile à travailler parce que vous avez que des réponses QCM. Et donc l'avantage c'est que vous avez forcément la bonne réponse tout au long du test et que vous n'avez pas besoin d'être évalué sur l'oral ni sur l'expression écrite. Donc ça c'est un bon point pour le TOEIC et c'est aussi pour ça qu'il est considéré comme le plus simple. Voilà. Le deuxième, je dirais que c'est le TOEFL parce que vous avez la moitié du test où vous avez les réponses QCM, donc pour la compréhension orale et pour la compréhension écrite. Donc ce n'est pas négligeable non plus. Et en dernier, vous avez l'IELTS où, dans tous les cas, peu importe la partie, vous allez devoir rédiger toutes vos réponses et du coup, ça, ce n'est pas négligeable. Donc j'espère que ça peut vous aider à choisir et à comprendre un peu le niveau des tests, etc. Voilà. Un test d'anglais ne montre pas votre niveau d'anglais. Vous pouvez être fort en anglais et avoir un score pourri en anglais. Ça ne veut rien dire. Ça ne démontre pas votre niveau d'anglais. Ne vous inquiétez pas. Moi, j'ai eu des scores pourris et aujourd'hui, je vis à Londres. Je vis dans une école où ça parle anglais à Londres et personne ne me fait une réflexion sur mon anglais. Tout le monde me comprend, il n'y a pas de souci. Et même moi, je comprends les gens. Et si je comprends pas, je leur demande de répéter et il n'y a aucun problème. Donc, ne vous inquiétez pas si jamais vous avez un score pourri, ça ne démontre pas votre niveau d'anglais. S'il vous plaît, ne culpabilisez pas. Un test d'anglais, c'est juste une preuve papier. Du coup, il me semble que j'ai fait à peu près le tour. J'espère que la vidéo ne sera pas trop longue et pas trop chiante parce que j'ai dû la tourner 2 fois pour pas que ce soit pas clair et c'est super compliqué à expliquer. Donc j'espère que cette vidéo va beaucoup vous aider. J'espère que je vous ai pas trop fait chier. Et j'espère vraiment que ça peut vous aider et que ça peut vous permettre de grappiller quelques points et que ça peut vous permettre de réussir vos objectifs et vos tests. Voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours super plaisir. Sachant Donc là, je pense que je vais galérer avec le montage parce que j'en ai au moins pour 40 minutes de vidéo. Enfin bref, n'hésitez pas à vous abonner aussi parce que j'ai décidé d'être beaucoup plus régulière et qu'il y aura beaucoup plus de vidéos, donc si jamais vous voulez me soutenir, c'est le meilleur moyen de le faire. J'espère que ça se passe bien pour vous le confinement parce que ça fait chier tout le monde. Du coup, je vous fais des bisous, je vous dis à la prochaine vidéo et je vais dire goodbye, c'est d'usage. Salut!